Bonjour, bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous accueillir pour vos nouvelles échappées belles. Je crois sincèrement que j'ai rarement commencé un voyage par un moment aussi magique. Et c'est ça que je voulais vous offrir, le survol de la Drôme, ce magnifique coin de France entre les Alpes et la Provence, en montgolfière. Alors quand on vole comme ça, tous les sens sont en éveil et puis il y a le soleil également qui commence à chauffer et ça c'est absolument sensationnel. Ismaël, là tu vois, ici on est vraiment dans les contreforts de la Drôme des collines, c'est toute la zone que tu vois derrière toi qui est absolument exceptionnelle. La Drôme est sauvage mais en même temps très accessible, donc en ballon on vit des moments absolument magiques. Cet ancrage dans la nature, je crois que c'est ce qui attire beaucoup de gens ici. Chaque année, la Drôme gagne 4000 habitants, ce qui est un chiffre assez élevé au regard des départements français. Et bien, ces néo-ruraux, on va aller les voir ensemble pour comprendre pourquoi ils ont décidé de construire leur vie ici. On va aussi aller voir les gens du coin, les gens originaires de la Drôme, pour percer les mystères de l'âme de ce coin de France. Alors, entre les champs de lavande, les montagnes magnifiques, les petits villages en bordure de la mythique Nationale 7, je vous promets que ce voyage va être magique à plus d'un titre. Il y a beaucoup de surprises qui nous attendent, mais je ne peux pas tout vous dire tout de suite. Parés pour l'aventure les amis, c'est parti! Alors là, quand on arrive dans la Drôme, on a le climat qui change, la végétation qui commence à être un petit peu plus du sud. Le climat, le soleil, ah, ça sent les vacances. Ici, ce qui est très important, c'est que tout le monde se parle. On dit bonjour à tout le monde, on sourit à tout le monde. Tout le monde est important pour tout le monde. Dans la vallée de la Drôme, le mot convivialité prend tout son sens. Ce village était à l'image de tous ces petits villages de la Drôme des collines. Il a vu ses commerces disparaître petit à petit. Girobard, il a amené une animation et une raison de rencontrer des gens tout en buvant une bonne bière. Ismaël Khelifa va en faire l'expérience. Ce que j'adore, c'est que je vous connaissais pas tous les deux il y a encore une heure et là on danse ensemble. Voilà. C'est bien, c'est un bon moyen de se connaître. La Drôme, c'est magique. Tu vas bien Manon? Eh oui. C'est complètement flippant. C'est dingue. Sous terre. Et nous voilà donc à l'intérieur de la première salle de la grotte de Choranche. L'eau qui coule ici, dans la grotte, c'est elle qui a creusé celle-ci. En haut des montagnes. J'adore le bouquetin parce que quand on est photographe, c'est super intéressant d'avoir des animaux qui ne partent pas dès qu'on les approche. Moi, j'aime bien dire que c'est des forces tranquilles. Dans les jardins. On cherche à favoriser tous ces petits insectes dans le verger pour réussir à produire des fruits sans pesticides. Et dans les champs. Et il faut qu'on réadapte notre agriculture, c'est-à-dire qu'on revienne vers le vrai métier d'agriculteur, travailler avec la nature et pas contre la nature. Une échappée pleine de bon sens. Bon, après avoir vu ça, moi j'ai envie d'en voir encore beaucoup plus. Bienvenue dans la Drôme. Bonjour monsieur, vous me prenez? Ouais. Salut Dani. Salut. Tu vas bien? Comment on fait avec les magiciens? Comme ça, tiens, hop, et comme ça. Comme ça? Voilà. Ah, le fluide du magicien. Eh oui. Ah, le petit casque obligatoire. Et c'est quand même improbable de rencontrer le roi des magiciens au col de Tourniol. Ouais, je suis le roi parce que tu sais pourquoi? Parce que je suis tout seul ici. Ah d'accord, hop là. Ah, c'est pas évident, hein. C'est quoi comme voiture? 1952, Jaguar de course. Ah ouais, c'est bien, c'est très discret. Allez, on y va. Allez, go! Ah, ça fait du bien le vent là, avec ta voiture au ras du sol. Ouais, on est parfait. Oh là là, ce décor est franchement extraordinaire ces montagnes. Hein.
La Drôme, c'est magnifique. Il y a la Drôme des collines et la Drôme provençale. Là, nous, on est en Drôme des collines. Je vais être chauvin, hein. C'est un des plus beaux départements que je trouve, quoi. On est dans quel massif? Eh ben, c'est le Vercors, les pieds du Vercors. Et toi alors, tu es né ici dans la Drôme, Dany, ou pas? Non, je suis né à Oran, en Algérie, de l'autre côté de la Méditerranée. Et après, on a atterri ici à Romans. Et je suis toujours resté ici parce que je suis tombé amoureux de cette région. Alors, là, j'ai une surprise. Je vais te montrer un lieu qui est unique au monde. C'est le défi d'un seul homme qui s'appelle Cheval, qui était facteur, et il a construit un palais. Et c'est un lieu incroyable, incroyable, magique. Bon bah let's go, on va au palais du facteur Cheval. Allez. Et ben voilà Ismaël, voilà le fameux palais idéal du facteur Cheval. C'est bluffant cet endroit. Ah, ça m'impressionne toujours autant. Et justement, toi, comment est-ce que tu l'as découvert alors ce palais? C'est mon père qui m'a amené, j'avais 7 ans. Et il m'a dit, tiens, je vais t'amener chez un magicien, quelqu'un qui a construit quelque chose d'incroyable. Ce palais, j'avais l'image d'un immense palais. Maintenant, avec du recul, je vois qu'il a une proportion plus raisonnable. Mais à l'époque, ça m'avait énormément impressionné. Et comment il a fait alors? Ce facteur Cheval, donc toute la journée, il allait faire sa tournée, il mettait de côté des cailloux, et le soir, il revenait avec sa brouette, il chargeait ses cailloux, et à la lueur de la bougie, il a construit ce palais. Incroyable. Tous les soirs. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. 33 ans il a mis. Si tu regardes bien, il y a un temple égyptien, il y a la Vierge Marie, un temple bouddhiste. Il a réuni toutes les religions. Il a voulu montrer aux gens que on pouvait réaliser ses rêves dans son potager. On s'approche? Allez, on va le visiter. Ah ouais. C'est incroyable parce que ton œil est attiré par des millions de détails. Est-ce que l'univers du facteur Cheval, il t'influence dans ton travail de magicien, Dany? Bah, je pense que oui, parce que tu vois, regarde, là si tu regardes bien, il y a des gargouilles. Et puis moi, dans mon spectacle dernier là, que j'ai fait, l'avant-dernier, il y avait cet univers de gargouilles, de châteaux. Ah tiens, salut Frédéric, ça va? Bonjour Frédéric. Ça va et toi? C'est toi qui connais 10 000 histoires sur le palais du facteur Ah, mais il Cheval. connaît tous les cailloux. Oui, oui, on essaye. On a la chance de l'avoir ici. Donc, il y a tellement de choses à voir qu'on ne sait pas par quoi commencer ici. oui, il y a des gens dans l'équipe qui sont là depuis 25 ans. On continue à découvrir des choses. Et qui apparaissent au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure d'un rayon de soleil. C'est assez extraordinaire d'avoir un lieu comme ça. Du palais du facteur Cheval. Totalement. Là, il n'y a plus les repères extérieurs. Tu es totalement dans le rêve. On est dans quelque chose de totalement intemporel. Et tout est facteur Cheval. En fait, il n'était pas maçon. Il n'était pas architecte. Par contre, il a eu une formation de boulanger. Et on retrouve ses mains. Tu retrouves vraiment cette façon de pétrir. On est plus dans un bâtiment qui est pétri plus que sculpté. Il y a un côté château de sable sur la plage aussi. Exactement. Mais il y a aussi, Frédéric, des animaux qui n'existaient pas ici à l'époque. Il y a un dromadaire dans l'entrée, j'ai vu une autruche. C'est ça, il y a tout un bestiaire du monde entier que le facteur découvre dans des magazines illustrés de l'époque et qu'il recrée ici. Il crée un musée du monde. Et il est conscient de faire quelque chose d'extraordinaire. Le palais est tourné vers le monde, il est tourné vers l'extérieur. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est continuer à le partager. Et ça, c'est une expérience qui est fantastique aussi. On est incapable de dire qu'on est dans la Drôme, et c'était au siècle dernier surtout. Ouais, tout à fait. C'est incroyable. Le temps est beau, le ciel est bleu. Je me rappelle plus les paroles. La 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 la. Alors là, quand on arrive dans la Drôme, on a le climat qui change, la végétation qui commence à être un petit peu plus du sud. Le climat, le soleil. Ah, ça sent les vacances. Ça sent les vacances, tout simplement.
Et comme pour chaque vacances, Johan s'offre un voyage dans les années 60, combi vintage et National 7 au programme. Car si la construction de l'autoroute du Soleil s'est achevée juste avant sa naissance, en 1974, rien n'y fait, il reste fidèle à la route des premiers congés payés. Par rapport à tous les événements qu'on a connus ces dernières années, prendre plus le temps de redécouvrir un peu plus notre région, de profiter un peu plus de l'extérieur. Sur l'autoroute par exemple, aujourd'hui on n'a pas ça, on va d'un point A à un point B. Sur la N7, on prend le temps de s'arrêter, on prend le temps de consommer aussi, les petits commerçants, les petits restaurants de bord de route. Il y a tout ça qui fait que la National 7 et d'autres routes, voilà, on se charme en plus. Attends, j'ai mis la nappe. Oh là là. Ah bah oui. Cette philosophie, Johan la partage avec Roxane et Sylvain. On a le temps d'arriver, on n'est pas attendu, voilà. Et comme tu disais tout à l'heure, le plaisir de rouler sur la National 7, on peut s'arrêter Où on veut, quand on veut. à l'amitié. À l'amitié. À notre voyage. À notre voyage, à la N7. Département de passage pour certains, la Drôme est une terre d'accueil pour d'autres. En fente. En garde. Passe arrière. Rompez. Il y a 5 ans, ce château a ainsi trouvé de nouveaux propriétaires. Attention, quand vous voulez. De retour de vacances, Mathilde, Hubert et leurs 3 mousquetaires sont tombés par hasard sur le village de Latouche et ont eu le coup de cœur pour cette bâtisse médiévale. Là, vas-y, mélange. D'eau. Écoutez-moi, les gars. Passionné de patrimoine, il lui redonne de sa superbe. Alors là, on est en train de mouler des motifs en plâtre pour décorer une bibliothèque qu'on est en train de recréer au premier étage. Alors ça pourrait paraître un peu étrange de faire des décors, des moulures sur une bibliothèque alors qu'à côté on a encore des grosses fissures, on est encore dans le gros œuvre. Mais en fait c'est ça qui est amusant, c'est justement le mélange du gros œuvre et de se faire plaisir sur des choses de détails, d'aménagement, de décoration intérieure. Car les travaux ne manquent pas. Dans le grand salon, Arnaud recrée un plafond d'inspiration Renaissance. J'habite dans le village, à vrai dire, et Hubert et Mathilde ont décidé de me donner ma chance. On est sur l'ancien. À l'époque, c'était les maîtres qui se lançaient dans des projets comme ça. J'ai la chance de pouvoir toucher un peu du doigt tout ça, quoi. C'est l'aventure d'une vie, on sait très bien qu'on ne finira pas, de toute façon c'est pas le but de finir, on sera un maillon de la chaîne et d'autres prendront après. On s'inscrit dans l'histoire du château, on a participé à un petit bout de son histoire, mais son histoire sera certainement plus longue. Hospitalière, la Drôme s'est enrichie au fil des siècles de ses nouveaux venus. Tour à tour, protestants, espagnols et maquisards s'y sont réfugiés, suivis plus tard des 68 arts et les idéaux ont germé. Regarde, j'ai une caisse là. Et là, je pense que sur cette variété là, il va y avoir pas mal de tomates prêtes à être cueillies là. Dans cette ferme associative unique en France, les habitants du pays d'Iwa expérimentent une nouvelle façon de vivre ensemble. On ne veut pas faire d'agriculture, nous, tout seuls dans notre coin et s'installer tout seul. On voulait imaginer un modèle agricole où tous les habitants du territoire ils pourraient venir participer et avoir en fait une partie de la production qu'on produit ensemble. Donc là, tous les adhérents qui sont ici, s'ils passent la journée avec nous, on leur crédite des points sur leur compte à hauteur de l'équivalent de 15 € de légumes par journée passée avec nous. Légumes bio et locaux deviennent ainsi accessibles à tous, mais pas seulement. J'ai fait le choix de ne pas avoir mon propre potager, pouvoir justement être avec des personnes en fait, faire du coopératif.
Ça fait 3 ans donc je suis dans la vallée, donc ça a été une façon en fait de rencontrer d'autres personnes. C'est important. Donc ça, c'est une nouvelle variété qu'on ne connaissait pas par ailleurs. La Blue Beauty. Sylvie, allez. Tu nous donnes un avis. Excellente la Blue Beauty. Tu vois ? Nous, on part du principe que clairement, on manque d'agriculteurs, on manque de petits agriculteurs. Autrefois, je te donne un exemple, Simone, qui nous prête ses terrains, c'était pas leur corps de métier, c'était pas des paysans, c'était des maçons, une famille de maçons. Et pourtant, ils avaient des grands potagers et ils produisaient leur propre alimentation en grande partie. Mais autrefois, si tu penses à tes grands-parents, il y a de fortes chances que c'était un petit peu comme ça aussi. L'idée, c'est qu'on soit beaucoup plus nombreux à mettre les mains dans la terre, en fait. Réservoir de terres fertiles et laboratoire d'initiatives citoyennes, la Drôme séduit et s'inscrit chaque jour un peu plus comme un Eldorado pour les néo-ruraux. J'ai hâte de découvrir ton univers. Eh ben Ismaël, bienvenue dans mon antre magique. Je vais te faire découvrir des choses incroyables, tu vas voir. Waouh! Attends, mais ce lieu est magnifique, Dany. Et puis il y a des choses incroyables. Bonjour. Ah, attends, j'ai oublié de te présenter. Oula! Manon. Voilà. Enchanté. C'est ma muse. On est dans quel pays, Manon? En France, à Barbière dans la Drôme. D'accord, ouais, bon. Attends, mais ça, c'est vraiment hallucinant. Il est où le corps de Manon? Ah, le corps? Ouais. Ah, ben, voilà. Ah, c'est incroyable. Tu peux lui prendre la main. Je peux prendre la main. Ouais. Hop. Non, mais c'est dingue, la main est chaude et je sens même le pouls qui bat. Tu vas bien, Manon? Eh oui. C'est complètement flippant. C'est dingue, hein, c'est dingue. Mais comment tu fais ça? Ah ben viens, je vais t'expliquer. Tu sais garder un secret? Oui. Eh ben moi aussi. Alors on va continuer. Et voilà. Ah, tu vois, j'ai voulu construire cette salle un peu dans un coin de nulle part. Et puis maintenant, je peux dire que je suis le gamin de 8 ans le plus heureux du monde. Et il y a combien d'habitants à Barbière? 900, je crois. Et là, t'as combien de places? 1000. Ah oui, donc il y a plus de places que d'habitants. Exactement. Hallucinant ça. Mais c'est quand même un pari osé de faire ça dans la Drôme. Je pense qu'au même titre que les gens traversent la planète entière pour aller à Las Vegas pour voir des shows incroyables, eh bien s'ils ont envie de venir voir mon spectacle et ma salle, ils se déplaceront. Voilà. Au-dessus de ta tête, là, tu vois, il y a l'ascenseur de Johnny Hallyday. Il a utilisé à Bercy en 92. Mais tu sais que je me souviens de ces images, de voir Johnny qui descend dans un ascenseur avec de la lumière orangée tout autour. Exactement. Et d'un coup, il apparaissait dans l'ascenseur dans de la fumée. L'ascenseur était montré vide et clac, ça se fermait, il apparaissait. Et le public hurlait. Comment est-ce que tu as construit tout ça? C'est toi qui fais toutes ces inventions? Alors moi, depuis tout petit, j'ai toujours aimé créer mes propres tours. Hein, on n'est pas très nombreux dans le monde à créer ses propres tours. Donc je suis auteur, compositeur et interprète de mes propres tours de magie. Bon, il y en a certains qui sont partis un peu partout, beaucoup à Las Vegas, dont David Copperfield. Mais en fait, j'ai tout gardé, tous les tours, je les ai tous gardés. Donc là, il y a un peu toute ton histoire qui est racontée au-delà de tes tours. Ouais. Et quel est le tour de magie qui vraiment t'a fait le plus connaître, a été vraiment on va dire la spéciale Dany Larry? Incontestablement, ça a été le piano volant. Je peux te jouer un petit morceau si tu veux. Tu peux me le montrer là, le tour? Si tu veux. Super. Suis-moi. Je te propose de t'asseoir là. Premier rang? Voilà, et regarde bien.
voilà, Ismaël, spécialement pour toi. Bravo! C'est bluffant, c'est tellement émouvant. Et je me suis laissé emporter par la magie. Alors, je vais te faire un gros câlin. Merci, ça me fait plaisir. J'ai pensé, je te connais pas depuis longtemps, hein, mais ce petit gamin pied noir qui a débarqué d'Algérie, là, qui se retrouve ici à Romans, qui part de nulle part quand même. Non, c'est vrai. Tu refais quelque part le facteur cheval de la magie. Ça me touche beaucoup ce que tu me dis. C'est vrai. C'est vrai que je suis très ému parce que je pense à tout ce que j'ai construit. Et voilà. Et j'aurais bien voulu que mon père voit ça. Bon, après avoir vu ça, moi j'ai envie d'en voir encore beaucoup plus. Ah bah écoute, tu sais quoi? Dans quelques jours, je fais un spectacle. C'est la dernière de mon spectacle Rétro Temporis. Ça me fait plaisir de t'inviter. Bah, je viendrai avec grand plaisir, Dany. C'est vrai? Ouais. Bah, attends, tu me promets? Je te promets. Je peux te faire une surprise alors? Ah bah carrément, tu peux me faire une surprise. Mais avec toi, je me méfie, je vais avoir la tête coupée. C'est quoi l'histoire? Une surprise, c'est une surprise. Okay, bon, d'accord? Bien. Okay. Ça marche. Protégée par ses gardes, la réserve des hauts plateaux du Vercors s'étend sur 17 000 hectares. Plus d'1 millier d'espèces florales se côtoient ici. Donc il y a une espèce présente ici. Donc on peut imaginer qu'on la retrouve sur tout le vallon. Donc on va compter le nombre de pieds. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 242, 243, 244, 327, 328. Là-haut, il y en a moins, j'ai l'impression. Alors là, on est en train de chercher la Bérardie laineuse. C'est une espèce qui est typique des éboulis calcaires comme on voit ici, qui est endémique du sud des Alpes et qui est protégée. Du coup, pour nous, c'est une espèce importante à connaître. On compte le nombre de pieds sur cette station pour avoir une tendance sur son évolution, savoir si l'espèce se porte bien, si elle se porte mal, et sinon on doit adapter nos mesures de gestion pour garantir sa pérennité ici. Les paysages, tantôt forestiers, tantôt faits de vastes plateaux ou de crêtes vertigineuses, attirent chaque année 250 000 visiteurs. Bonjour. Bonjour. Vous venez du Grand Vémont? On est descendu, on a fait ça ce matin. Du coup, vous avez bivouaqué cette nuit? Oui, on a bivouaqué juste derrière la petite cabane des aiguillettes. On a notre petite poubelle qu'on a gardée pour essayer d'éviter de jeter des choses un peu partout. L'idée, c'est de ne pas laisser de traces de notre passage, de garder le caractère sauvage de la réserve. Évidemment pas de feu. Génial. On est ici sur la plus grande réserve naturelle nationale de France, si on précise métropolitaine et terrestre. J'ai tendance à dire aussi la plus belle, mais ça peut-être un peu pas complètement objectif, mais ouais, c'est un espace qui est extrêmement fréquenté et on a besoin vraiment de communiquer auprès des gens, de les sensibiliser pour qu'ils prennent conscience, encore une fois, que leurs faits et gestes sont super importants et qui peuvent être impactants s'ils ne font pas attention à ce qu'ils font. Ah mais c'est Lucas. Salut. Ça va? Ça va bien et toi? Super. Tu dors sur les hauts plateaux ce soir? Ouais, on va essayer de bivouaquer. Bon, comme d'hab, je vais pas beaucoup dormir, je pense. Bonne soirée, profite bien des hauts plateaux. Ouais, merci. Luca a grandi dans ces montagnes et à 22 ans, il les regarde toujours avec ses yeux d'enfant. Chaque saison est un nouveau spectacle pour ce photographe. En été, il part sur la trace du bouquetin. Les bouquetins sont des ongulés, c'est des animaux qui se déplacent sur leurs ongles. Voilà, la petite trace, donc les deux ongles. Hein. Cette trace-là, elle est dans cette direction, et puis celle-là, elle est dans l'autre. Elle est un peu plus grosse. On va essayer de les trouver. Là, on est juste un peu en dessous de la crête, donc on devrait sûrement les trouver dans le secteur. Et après plus d'1 heure de recherche... Ils sont tous en bas.
J'adore le bouquetin parce que quand on est photographe, c'est super intéressant d'avoir des animaux qui ne partent pas dès qu'on les approche. Je trouve qu'il est très photogénique, les mâles ont des grandes cornes. J'aime bien dire que c'est des forces tranquilles. Je m'en lasse jamais, ça fait des années et des années que je viens pour les observer et à chaque fois que j'arrive à les trouver dans les jumelles, je suis tout content. C'est l'émerveillement à chaque fois. Ça, c'est la meilleure chambre. Je pense que dans l'année, je sais pas combien de fois je dois dormir comme ça, mais plus de 200 fois. Et c'est, ouais, je dors plus souvent dehors que dans un vrai lit. Ouais. Hôtel 10 000 étoiles. Réveil 5 h du matin pour aller chercher les bouquetins sur les crêtes et puis finalement j'ai marché 5 minutes à peine et puis ils étaient tous là en train de manger là, sur les crêtes et donc c'est un vrai régal pour les yeux. Là. Ce qui est intéressant avec ce troupeau de mâles, c'est qu'ils sont souvent regroupés ensemble. C'est un peu un challenge en photo de pouvoir en isoler un parmi la masse. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas, mais s'il y a une belle opportunité photo avec une belle lumière, je la saisis, mais sinon c'est pas... Je suis surtout là pour me faire plaisir, pour profiter du spectacle. Ouais. Prince des cimes, les bouquetins sont à l'image du Vercors. Une nature insoumise, sauvage et inspirante. Souvenir de la journée. Super. Ah mais c'est pour ça que moi je prends les 6, madame. Voilà. Bonjour Odile. Bonjour Ismaël. Salut, ça va? Oui, bien et toi? Très bien, enchanté, ravi de te rencontrer sous ce soleil là. C'est merveilleux, hein? On a toujours cette météo, hein? Ouais, et tu vois là, je suis arrivé à Montélimar il y a quelques minutes, mais sur ce petit marché, ça sent la lavande, il y a les platanes, le soleil, enfin... En fait, une fois par an. Comme tout Provence, quoi. Une fois par an, on a cette fête de la lavande à Montélimar, et c'est l'occasion de se rassembler. Producteurs et acteurs autour de la lavande. Moi, je cultive en bio et j'ai décliné cette huile essentielle dans une gamme de produits cosmétiques, en parfumerie également. Bon, moi, il y a plein de choses que j'ai envie de savoir sur la lavande, sur la Drôme et puis sur ton parcours de vie. Ouais. Parce que je crois que toi, tu n'es pas née ici. Hein. Ah non, non, je suis drômoise d'adoption maintenant. Et tu étais où avant alors? Moi, j'habitais Lyon, Paris, Marseille. Donc, tu as fait, on va dire, le chemin de la grande ville. Voilà, de la grande métropole jusqu'à la Drôme. J'ai l'impression qu'il y a plein de petits produits très sympas sur ce marché. Il n'y a pas que la lavande. Oui, non, il y a tout ce qui est en lien avec la lavande. Il y a le miel, par exemple, avec notamment le miel de lavande. Voilà, donc vous verrez chez nous, on a une grande ruche vitrée et vous verrez danser les abeilles. Je vais te présenter un apiculteur de renom, Serge. On fait ça? Salut Serge. Bonjour Serge. Bonjour. Ismaël, enchanté. Alors là, c'est le miel de lavande, donc on va goûter. Et voilà. Merci. Bon, c'est un peu le trésor de la lavande provençale, ça. Sa particularité, c'est qu'il cristallise. Donc c'est pour ça qu'il commence à prendre un peu cette couleur opaque. D'accord. Et il a un goût incroyable. Voilà. C'est délicieux. Hein. Toi, je pense que tu es un gars du coin par contre, Serge, non? Alors moi, je suis un pur produit du terroir. Ah voilà. Moi, donc il n'y a pas que des néos et des drômois d'adoption alors. Moi, je suis né à Grignan.
Il y a beaucoup de gens qui veulent revenir à la terre, voilà. Mais la terre c'est dur. Quand il y a quelqu'un qui arrive comme Odile, on l'a accueilli vraiment très bien. Moi je dis le soleil se lève pour tout le monde. Et on est une grande famille. Tu sais dans quoi on met du miel? Non. Dans du nougat. Moi, je on met du miel dans le nougat, ça je ne savais pas. Aller voir un fabricant de nougat, vraiment artisanal, pour qu'il nous fasse goûter le nougat avec le miel. Tu vois Serge, mon challenge c'est de venir à Montélimar et de voir combien de temps j'allais réussir à tenir sans goûter du nougat. Parce que c'est quand même Montélimar égale nougat quoi. Un petit nougat peut-être. Eh ben, avec pour maintenant plaisir. ou après. Hein. Voilà. C'était maintenant. Merci monsieur. Cherchez du nougat pour vous pour offrir? Pour nous, hein, Oui, mais surtout du nougat qui est le goût de miel de lavande. Alors écoutez, là, vous êtes devant. Hein. On a mis quand même 25% de miel de lavande de Provence. Bon, bien sûr, il y a 33% d'amande de Provence et 2% de pistache émondé. Mais là, la saveur du miel, elle y est, quoi. Dès qu'on le croque, il y a beaucoup de croquants. Et puis, il y a tout le parfum. Très sucré, mais pas trop. Pourquoi le nougat il s'est développé ici, particulièrement à Montélimar? C'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'autoroute et on vendait du nougat. On courait autour des voitures avec des paniers. Il y avait des gens qui vendaient du nougat quand le train s'arrêtait à travers les fenêtres. Il y avait 200 magasins à Montélimar. C'était la folie, quoi. Je veux dire, on vendait du nougat de partout à Montélimar. Mais voilà, quoi. Je veux dire, on a une belle région où il y a des lavandes, il y a des amandes. Et ben, on fait du nougat avec. Hein. Donc la lavande, le nougat. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour cocher toutes les cases de Montélimar? Le château. Le château de Montélimar, à pied, 1 kilomètre, une belle montée. Bon, je vais t'en prendre un sachet comme ça, moi. Très bon choix. J'ai des enfants, ils vont être contents. Là, on a une vue sur toute la Drôme d'ici. Ici, c'est le point culminant de la ville de Montélimar. Ah oui, c'est beau. Et tu vois, pour moi qui ne suis pas originaire du sud de la France, quand on partait en vacances avec mes parents, pour nous, on savait qu'on arrivait dans le Midi, dans le sud, quand on voyait ces petits toits, et c'était ça vraiment le début des vacances. Toi, tu te souviens de ce que tu as ressenti la première fois où tu es arrivé ici dans la Drôme? C'est la lumière, cette lumière qui est enveloppante, qui est douce, qui sublime les couleurs, les champs de blé, les champs de lavande, les champs de tournesol. C'est ce qui m'a marqué en premier. Et puis les odeurs, puisqu'il y a quand même pas mal d'odeurs incroyables sur ce territoire. Et toi, t'habites où, Odile? Plein Est, à quelques encablures de Montélimar, en pleine nature. Il y a dans la Drôme un petit coin de Provence, les Baronnies. Parmi ses plus beaux villages, Montbrun-les-Bains, perché face au Mont Ventoux. Dans cette cité médiévale d'à peine 500 habitants, les maisons sont posées sur la roche. Enfant du village, Gérard a grandi dans ces ruelles. Là, on est dans la rue du Beffroi. Voilà. Donc là, vous avez toute la rangée de maisons qui servaient de rempart sud à l'enceinte médiévale. Voilà, donc toutes ces maisons sont enchevêtrées les unes dans les autres et ça donne les grandes façades que l'on voit du côté sud quand on arrive à Montbrun. Construites tout en hauteur, ces maisons remparts atteignent 5, 6 et parfois 7 étages. C'est dans l'une des plus étroites d'entre elles que Gérard a passé son enfance. Une bâtisse qu'il a entrepris de rénover. Il y a quand même un petit peu de sentiment. Moi, j'ai vécu là, je suis né ici, j'ai vécu toute ma jeunesse ici, même si c'était des maisons qui n'étaient pas confortables. Mais ici, vous voyez, le poêle, il était là, c'était la seule source de chauffage dans les maisons. Dans les chambres, il faisait froid, mais on avait l'habitude, on avait des édredons, on avait des couvertures, et
on se gelait pas, je veux dire. Mais bon, il fallait, quand on se déshabillait, c'est sûr que des fois, l'hiver, il faisait pas chaud dans les chambres. Mais bon, c'était comme ça, quoi. On était habitués. Hein. Parti à la ville pour le travail, Gérard est revenu à Montbrun dès qu'il l'a pu. Trop attaché à son village et à ses souvenirs. Les rues, on les a arpentées en long, en large et en travers. Notre stade, c'était la place du Beffroi, effectivement. On a cassé quelques carreaux, d'ailleurs, avec les ballons. Hein. Bon, mais il y avait des parties de boules pagnolesques hein, sur la place du Beffroi. Le soir, l'été, c'était quelque chose. Hein, voilà. Et c'est vrai que ces souvenirs remontent et ça fait du bien, quoi. Sa renommée, Montbrun-les-Bains la doit aussi à ses nombreuses sources. Depuis l'Antiquité, ses eaux soufrées font le bonheur des curistes et 16 fontaines rafraîchissent en permanence le village. Une ressource prisée qui mène parfois à de drôles d'installations. C'est tout un gros travail. Et puis encore, peut-être que ça va pas le faire, ça. Et là, je vais amorcer. Puisqu'il n'y a pas d'eau à la maison, j'ai installé ce tuyau pour avoir de l'eau à disposition dans le jardin, grâce à la fontaine. En s'installant à Montbrun il y a 15 ans, Jean-Claude s'est découvert la passion du jardinage. Quand j'ai pris le jardin, il y avait plein de ronces. Et donc, il a fallu débroussailler. Et quand j'ai commencé à bêcher, les semis, il fallait les arroser. Donc, depuis 15 ans, j'arrose avec l'eau de la fontaine. C'est un bonheur de l'avoir. Sinon, pas de jardin. Dans son jardin en escalier, logé sous les maisons remparts, Jean-Claude cultive ses légumes et sans doute un peu de bonheur de vivre. C'est de voir d'un semis manger une salade 3 mois après, d'une petite graine minuscule, bonheur. Ou alors même les tomates, la voir rougir et puis la manger avec un filet d'huile d'olive du jardin. C'est un bonheur incomparable. Dans la descente de Montbrun, en fin de journée, il reste un lieu incontournable. Alors, un rosé piscine. Merci. Messieurs, dames, bonjour. Il a pris la commande? Super, merci. Le Baratin, l'un des cafés du village. Agnès y accueille touristes et habitués et fait ainsi perdurer l'esprit du village. Ici, ce qui est très important, c'est que tout le monde se parle. On dit bonjour à tout le monde, on sourit à tout le monde, on s'occupe, on regarde les enfants des autres, on regarde les personnes âgées. Tout le monde compte sur tout le monde et tout le monde est important pour tout le monde. Alors on sert un peu de syndicat d'initiative, on sert un peu pour parler, pour dire quand ça va pas. Je crois que le jour où on n'a plus de café, où on n'a plus de bar, les petits villages meurent. Dominé par son château Renaissance, considéré au XVIe siècle comme l'un des plus importants du territoire, Montbrun-les-Bains trône et s'enorgueillit de son accent du Midi. Car pas de doute, pour les Montbrunois, ici on est bel et bien dans le sud. Il a un côté féerique, ce lieu, je trouve, Odile. On est empli par l'odeur de la lavande, il y a le bruit des insectes. C'est une immersion vraiment dans ton univers, je trouve. Oui, c'est surtout le moment de couper, là, tu vois. Ouais. On est vraiment arrivé à maturité au niveau de l'épi. Et comment tu vois qu'il est à maturité ? Donc en fait, l'épi est constitué de calices. Ça, ce sont des calices, ce ne sont pas des fleurs. Mais du calice va sortir la fleur. Donc les fleurs, c'est les petits points violets comme ça. Voilà, exactement. Et ce que tu appelles les calices, c'est les petites fleurs. C'est ce qui reste, c'est ce qui est dessous. La fleur sort du calice en fait. Et lorsque la fleur sort, eh bien, le calice se charge en huile essentielle. Et c'est le moment où il faut récolter. Viens Ismaël.
Je vais te présenter Yvon et Pitou. Bonjour. Salut. Yvon, c'est un vieux copain qui est un ancien agriculteur. Et Pitou, c'est un ami également belge qui adore venir nous aider en fait au moment de la récolte. Ah, c'est beau qu'il y ait de la solidarité comme ça entre vous tous. Oui, mais en même temps, la récolte aussi, c'est un moment de fête. Parce que c'est l'aboutissement d'une année de travail dans la lavande, donc c'est un moment gai. Je voulais te montrer quelque chose. Je voulais te montrer comment on coupait vraiment les lavandes autrefois. Ça va me faire retomber en enfance. On appelait ça la coupe genou parce qu'on mettait le genou dans la plante, on soulevait comme ça, on continuait comme ça. Voilà. On n'imaginait pas qu'un tracteur pouvait faire ça. On était naïfs. Je peux essayer? Oui. Tu te mets au pied comme ça? Oui. Le bras en opposition? Voilà. Alors il ne faut pas déterrer la souche non plus, il ne faut pas le couper trop bas, mais c'est presque bien. Et bientôt, tu peux faire le champ. Je trouve ça très fatigant. Mais toutes les 2 rangées, tu peux boire un coup. Ah, génial. C'est pas mal. Mais quand vous faisiez ça et que tu étais petit, ça devait être un boulot quand même extrêmement difficile, non? Quand on a 10 ans, 12 ans, 15 ans et qu'on fait ça à la ferme, c'est sûr qu'on n'a qu'une hâte, c'est pouvoir quitter la ferme plus tard et ne plus jamais travailler là. Qu'est-ce que tu penses des gens qui maintenant parlent du retour à la terre? Parce que tu sais, c'est vraiment un enjeu, une thématique qui est très présente aujourd'hui, ce que font les gens d'ailleurs comme Odile. Qu'est-ce que tu en penses alors? Ils ont de la chance parce qu'il y a de la mécanisation. Ouais. Ils ne vont pas revivre ça. Ils ne vont pas revivre l'enfer du travail manuel. Mais ils vont quand même avoir des horaires très durs. Ils vont quand même avoir des fins de mois difficiles parce que l'agriculture, comme avant, ne paye toujours pas beaucoup. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être désillusionnés, mais ils ont envie de quitter la ville. Ce que fait Odile, c'est fort et c'est courageux à la fois parce qu'elle est rentrée dans un métier qu'elle connaissait absolument pas. Mais elle a ce talent de communication et de commercialisation. Elle a diversifié son activité, elle y arrive et c'est remarquable. Bon, j'essaye de refaire un pied? Allez, perfectionne-toi. Celui-là, mon gars, tu vas être impressionné. Il va être merveilleux. Et c'est là où je me coupe la main. Tu vois. Qui fait le malin tombe dans le ravin. Hop là. Alors, c'est qui le papa? C'est mieux. Tu vois? Je prends des leçons. Alors, on va faire un travail un peu plus ludique et plus facile que de couper la lavande. On va tasser les bottes de lavande dans la benne. Ça, c'était un travail que faisaient les enfants. Alors ça tombe bien pour nous. Et on fait ça dans cette benne rouge. Exactement. Il aurait fallu des échelles de pompiers. Et j'entends Pitou et Odile, ils sont dans la benne là? Eh oui, ils sont dans la benne. Alors, heureusement, ils travaillent. Ils font pas autre chose. Wow. Salut Isma. Salut les amis. Donc c'est ici qu'on tasse la lavande? Quand on déverse, ça fait un gros tas. Donc ce gros tas, il faut le répartir tout autour de la benne. Et ensuite, il faut tasser avec les pieds. C'est la danse de la lavande. D'accord. Bon, il faut bien tasser aux angles et sur les côtés, là, tu vois. Parce que la vapeur va se répandre par le fond et essayer de monter par les côtés. Donc il faut absolument qu'elle traverse la plante pour se charger en substance. Ce que j'adore, c'est que je vous connaissais pas tous les deux il y a encore 1 heure et là on danse ensemble. Voilà. C'est bien, c'est un bon moyen de se connaître. Ouais, il fait très chaud là. C'est très physique, hein, faire tout ça. Ouais. Et une fois de plus, je me dis, t'étais dans un bureau climatisé, dans une grande ville. Et là, tu te retrouves dans une benne à tasser de la lavande. Non climatisé. Non climatisé. C'est vrai.
C'est la première rando de mon voyage, Odile. Eh bien, écoute, je pense qu'elle va être mémorable pour toi qui as beaucoup voyagé parce qu'on va atterrir sur un plateau incroyable. On est presque arrivé au trou du Furet. Au trou du Furet. Sympa comme nom, ça. Waouh, c'est beau ça. Et pourquoi on appelle cet endroit le trou du Furet? Il semblerait que l'origine du trou du Furet soit liée au fait qu'il y avait une petite cavité où les personnes qui prenaient le chemin des Huguenots bien traversaient ce trou et pour le traverser devaient se tortiller comme un furet puisque ce trou était lié à l'érosion, au mistral, au ruissellement des eaux. Et puis bon, là tu peux voir que la cavité s'est un peu élargie, donc, mais le nom est resté. Et c'est quoi le chemin des Huguenots? C'est l'équivalent de Saint-Jacques-de-Compostelle pour les protestants et qui prend son départ à Pointe-Laval. D'accord, tout près d'ici. Tout près, à côté d'ici. Ça y est, on y est. C'est trop beau ici. Et les chevaux sont là. Ah oui, là-bas. Génial. Mais c'est pas des chevaux sauvages, ça? Non, ce sont des chevaux en liberté et son propriétaire les laisse là toute l'année. Et comment tu l'appelles, ce plateau? C'est le plateau de Cergros. On est à 971 mètres d'altitude, pour être précis. Voilà, et il y a toujours une petite brise ici qui décoiffe. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais alors franchement, le décor entre cette plaine battue par le vent plus les chevaux en liberté, il y a un côté Islande, tu vois, ou ce genre de pays qu'on imaginerait avec de grands espaces. Des grandes étendues. Là, tu as le 360 avec le Vercors, l'Ardèche qui est derrière nous et puis les baronnies provençales. Mais je trouve que ce paysage décrit assez bien la Drôme, enfin tu vois, avec les plaines fertiles et cultivables en bas, puis cette ceinture de montagne tout autour. Voilà, c'est une bonne carte postale, une bonne photographie de ce département. Merci beaucoup Odile, parce que je voulais vraiment découvrir, moi en venant ici, cette Drôme rurale et puis aussi l'histoire de tous ces gens qui viennent d'ailleurs et qui trouvent leur bonheur dans ce département. Et avec toi, c'était une entrée en matière qui était parfaite. Ça cochait toutes les cases sur ces deux plans. Oh, super. Donc ici, c'est la parcelle où j'ai mes bulbes de printemps, donc tulipes, renoncules, narcisses. Donc là, il y a toute une rangée d'aquilées. Ça, c'est du Limonium tartaricum. C'est de la fleur, fleur que je cultive pour la fleur séchée. C'est un petit jardin d'Éden logé dans la plaine de Valence. Et la dame des champs, c'est elle, Lidvine. Ancienne biologiste médicale, elle est devenue floricultrice il y a 2 ans. On prend la tige, on suit la tige en bas pour pas couper une autre fleur. Hop, on va la cueillir bien bas. Un dimanche par mois, cette floricultrice organise des ateliers cueillette-bouquet. Vous voulez quelle couleur? Je vais rester dans les rouges orangés, rosés. Donc il y en a là-bas des rouges orangés, si vous voulez. Les participantes ont droit à 10 fleurs parmi les 150 variétés 100% bio. Du bio et du local, un impératif pour Lidvine. J'adorais les fleurs depuis toute petite. Et j'étais toujours déçue des fleurs que je trouvais chez les fleuristes classiques traditionnels. Parce que c'était toujours les mêmes fleurs de janvier à décembre. Voilà, des fleurs qui me paraissaient pas très naturelles. Donc quand j'ai commencé à cultiver, voilà, c'était évident que j'allais cultiver en bio. Et distribuer localement, c'était évident aussi. Une évidence car dans la Drôme, l'agriculture biologique a essaimé dès les années 70. Un quart des terres cultivées sont aujourd'hui bio. C'est 3 fois plus que la moyenne nationale. Ceux qui ont besoin de cordes pour lier leur bouquet, 10 francs. C'est très bien de manger quelque chose de local et bio, mais pourquoi pas aussi fleurir nos maisons avec quelque chose qui vient d'à côté de chez nous. Et en fait, on se rend compte qu'on peut faire beaucoup de fleurs en France, même pas sous serre, pas besoin de chauffer. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de possibilités en local et en bio, quoi.
Je sais qu'il y a quand même de plus en plus de personnes comme moi aussi qui ont envie de changement, de travailler, d'être reconnectés à la terre et leur montrer que voilà, c'est possible en n'étant pas du milieu agricole, que voilà, c'est possible de faire naître une ferme florale à petite échelle. Pionnière en matière de développement écologique, la Drôme continue à jouer les précurseurs. Au nord de Valence, des chercheurs de l'INRAE ont créé un laboratoire à ciel ouvert. C'est un verger qui ne subit aucun traitement, même pas un traitement, on va dire, qui sont acceptés en agriculture biologique, parce que malgré tout, en agriculture biologique, on traite un peu avec des produits comme le cuivre, le soufre ou parfois des tisanes. Et donc, on a réfléchi à faire un verger plus diversifié. Tout est donc fait pour semer la zizanie chez les ravageurs et limiter les maladies. De sa diversité végétale à sa forme circulaire, dont le premier cercle constitue une barrière anti-vent, entre autres vertus. Et puis il y a les auxiliaires, les animaux alliés du jardinier, scrupuleusement étudiés. Alors là, je suis en train de relever des bancs de pièges qu'on a mis sur les pommiers. Et dans ces bancs de pièges, on regarde en fait la présence de différents auxiliaires. Donc il y a des araignées, des forficules qu'on appelle aussi les pinces-oreilles. Par exemple, eux, ils vont manger du puceron, des œufs de carpocaps ou de punaises. Et donc en fait, le fait qu'ils mangent ces œufs, ça va limiter les dégâts sur les fruits. Donc vraiment, on cherche à favoriser tous ces petits insectes dans le verger pour réussir à produire des fruits sans pesticides. Lancée en 2018, cette expérimentation suscite la curiosité. À partir de combien d'années, du coup, vous commencez à arquer les branches? Ah bah on le fait dès la deuxième année. Hein. Ouais. Venus de Bretagne, de Lorraine ou encore de Savoie, ces agriculteurs viennent récolter quelques idées. Comme on veut absolument accueillir de la biodive tout le temps et tout au long de l'année, il faut qu'on ait de quoi les nourrir et les loger. Et donc nous, on est en déficit de fleurs, donc du coup on a du romarin pour pallier ça. On a ensuite le lavandin pour la floraison tout l'été. Quand je me suis installé dans les années 90, je pense que si on nous avait parlé de ce genre de projet, ça nous aurait fait rire ou sourire. Et pour moi, aujourd'hui, il faut qu'on réadapte notre agriculture, c'est-à-dire qu'on revienne vers le vrai métier d'agriculteur, travailler avec la nature et pas contre la nature. C'est toujours intéressant d'avoir différentes approches et puis surtout des gens dont l'activité est d'observer ces genres de choses alors que nous, notre activité, c'est de produire. Notre objectif, c'est d'avoir des fruits qui soient bons et goûtus et le plus efficacement possible sans démonter les auxiliaires qui vont avec. Alors je finis juste avec un point biodive. Donc vous voyez un peu que vous avez autour et dans le verger des poteaux. Donc pour la prédation par les rapaces, notamment pour le campagnol. Dessus, vous avez des gîtes à chauves-souris. Donc voilà, quitte à mettre un poteau, autant le garnir correctement pour apporter tout ce qu'il faut ici. L'objectif, c'est de mieux comprendre les phénomènes de régulation, ensuite de voir lesquels sont transposables chez des agriculteurs et puis de voir s'il y a des... Peut-être que partiellement ça marchera et d'autres choses ne fonctionneront pas. Donc en fait, on ne sait pas ce que ce sera demain et on est vraiment sur une expérimentation. C'est un vrai travail de recherche qui va durer entre 15 et 20 ans. Ce verger pilote aura bientôt pour voisine une plantation très économe en eau. Des expérimentations qui, loin d'être utopistes, tentent de répondre aux défis de notre monde.
c'est toi qui as peint les lettres de cette enseigne à la main. Ils ne sont pas peints en fait, ça c'est la feuille d'aluminium. On peint un col. Ouais. Et après on colle la feuille d'aluminium dedans. C'est très très fragile, c'est un peu comme le feuille d'or. Et donc c'est un peu particulier, mais voilà, ça brille comme tu vas voir quand c'est posé. Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça donne, carrément. Et c'est une activité que tu fais depuis longtemps, de fabriquer des enseignes comme ça? Ça fait à peu près 6 ans maintenant. Mais avant, j'étais infographiste, donc j'ai changé l'imprimante pour un pinceau. Ouais, c'est ça, c'est bien. Et ben si c'est tout propre, on va pouvoir la monter. Je crois qu'on est pas mal là. Allez, hop, voilà. Très bien, ça. Encore un peu à gauche. Ça va me faire plaisir de voir ça. Grave. Artisan coutelier Gabriel Berthélémy. C'est à la classe. Beaucoup plus beau que la maquette que j'avais fait sur l'ordinateur. Il y a un petit côté, je trouve, un peu comme les stations de métro d'il y a 100 ans. Art nouveau? Ouais, Oui, art nouveau, oui. voilà. Mais je trouve que ça va bien avec les couteaux de Gab. Qu'est-ce que ça donne cette enseigne? C'est chouette, hein. Ah ouais. Ça brille. C'est ce que tu espérais? C'est mieux. C'est mieux? Ah, je suis hyper contente. C'est mieux en vrai. Et c'est ton petit atelier ici alors? Oui, un petit atelier, mon antre. T'en as là des couteaux? J'en ai 2 terminés. C'est très épuré, très simple. Et est-ce qu'avant de venir dans la Drôme, tu étais déjà coutelier? Non, pas du tout. J'ai fait une école d'architecture et je suis parti de Lyon où je l'ai fait mon école pour quitter. Je voulais quitter la ville et faire du manuel et je suis arrivé dans la Drôme. J'ai rencontré ici dans la Drôme un forgeron coutelier qui m'a formé, qui est devenu du coup mon maître de forge. Et il fait partie des personnes qui m'ont fait rester dans la Drôme en fait. Le rapport humain ici était tellement fort pour moi que voilà, c'est pour ça que je suis resté. Moi, je voyage quand même beaucoup, et notamment en France, et je crois que c'est quand même le seul département, jusqu'à présent, où j'ai rencontré autant de gens en transition. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose quand même dans la Drôme assez spécial avec ça. Et toi, t'étais où alors avant? J'étais à Brighton, en Angleterre. En Angleterre, ouais. C'était un grand changement de venir ici. Et au début, j'étais pas sûre de rester. Petit à petit, mon point de vue a changé et oui, j'ai envie de rester maintenant. D'accord, t'as plus envie de partir en tout cas. Non, c'est bon. Ok. Petit marché du Sud là. Hein. Oui, c'est sympa. Les bons légumes, les belles couleurs, ça sent les olives là. Et l'ail. Oui, et l'ail, effectivement. Et ça a dû quand même vraiment te changer de Brighton quand t'es arrivé ici. Oui, hein. un peu quand même. Parce que Brighton, pour moi, c'est la petite ville anglaise en bord de mer. Ouais, c'est tout à fait ça. Avec CGT, ouais, c'était une station baleinière. Non, pas baleinière, non balnéaire. Les stations baleinières, c'est là où on tue les baleines. C'est trop mignon. J'adore. Qu'est-ce qui t'a amené à venir vivre ici à Crest? L'amour. Ah. Et voilà, j'ai rencontré un Français à Brighton. Et en fait, c'était un Français de la Drôme. Et voilà, maintenant, je vis ici. C'est cool. Et donc ça, là, c'est un autre panneau que j'ai fait pour Nicodin Cycles. C'est un magasin de réparation de vélos. Nicodin Cycles. Ça rappelle un peu, je trouve, ce qu'on voyait des grandes enseignes, des grandes usines de cette époque-là. J'ai bien réussi alors. Ouais, puis c'est un joli pied de nez parce que le vélo, c'est un peu l'emblème de la transition écologique, une réponse à la révolution industrielle et à ses conséquences négatives. Donc, bien joué. Et tu vois, tu fais celui-là aussi. Ah, ça donne beaucoup de cachet aux rues. Hein. Et ben voilà, ça c'est mon atelier. C'est sympa chez toi. Merci. Ah oui, on voit que tu aimes bien le graphisme. Hein. Oui, je suis très passionnée des lettres. Et là, c'est tout des choses que tu as faites à la main, toi-même? Oui. Ça, c'est le grand panneau d'un festival. Ça, c'est mes planches de skate. Ça, c'est les tests, les essais. Je travaille beaucoup sur le bois récupéré. C'est du recyclage. Et il y a des choses sur lesquelles tu travailles là en ce moment? Oui. Est-ce que tu veux essayer quelque chose? Bah, je veux bien, ouais. Allez. Carrément. Ça, c'est la feuille d'argent, mais c'est pas de la vraie feuille d'argent, c'est la feuille d'aluminium. Il est très très fin, c'est très très fragile. Et en fait, ce que j'avais déjà fait, j'ai passé un colle spécial. Après, j'ai posé les feuilles d'aluminium. Et la prochaine étape, c'est que
Tu prends le pinceau Ok. et on va enlever l'excès. Tu veux que je te montre un tout Ouais, petit vas-y, peu? montre-moi. Est-ce que c'est comme ça que tu as fait la devanture de Gabriel, le Tout coutelier? à fait. À moi de jouer? Oui. Tu peux y aller. Hein. J'osais pas trop, mais tu peux y aller. J'ai l'impression de jouer à un jeu de grattage, tu sais. C'est un peu comme ça. Si je gagne 1 million d'euros, on partage. C'est trop bien. Bah alors, t'en penses quoi? Ça va? Ouais, nickel. Super. Mais merci pour le coup de main. Ah bah de rien. Écoute, je t'enverrai la facture. Derrière, j'ai une mésange bleue. C'est un drôle de spécimen qui se cache au cœur de la Drôme, dans le pays d'Iwa. Un homme qui, depuis tout gamin, chante comme les oiseaux. Quand elles entendent les premières notes, c'est comme si j'étais un oiseau. Après, il faut que je respecte le comportement de l'oiseau pour être un oiseau jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop en faire. Mais tant que je joue comme il faut, je suis un oiseau. Voilà. Je suis en plein dans mon rêve d'enfant et je continue ce rêve d'enfant d'être comme un oiseau. Et ça me plaît quand même d'être un oiseau. À François, on avait dit que la nuit de Noël, les animaux parlaient. Lui a donc décidé de discuter avec eux toute l'année. L'arbre me cache, parce que l'oiseau, au bout d'un moment, il ne fera plus attention à moi puisque je ne bouge plus. J'ai repéré plusieurs oiseaux, des mésanges à longue queue qui sont là-bas au bout, et puis un grimpereau qui était sur le tronc qui était là, et l'autre que je voudrais bien voir et que je sais pas encore, à qui je ne sais pas encore parler, c'est le troglodyte. Pour leur parler, François fabrique des appos, de petits instruments de bois. Chaque nouvel oiseau est une aventure. Il faut trouver la bonne essence de bois, la bonne forme à sculpter, le bon mécanisme. Je suis en train de faire un petit bout de sifflet qui va me permettre d'imiter des petits bruits comme par exemple la gélinote, comme ça, ou des petits cris d'appel de grive. C'est un principe de flûte. J'arrive à faire presque une centaine d'oiseaux différents. Et j'espère que c'est des chants qui vont pouvoir exister pendant très 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 longtemps. Voilà, les gélinotes, ça suffit? C'était pour où? C'est pour les Allemands, les gélinotes, Oui. c'est bon. Parfait, il faut que je te fasse encore des pigeons. Les pigeons, ouais, pour les États-Unis, ça part beaucoup. Ouais. Bercée au son des appos tout au long de son enfance, Jeanne, la fille de François, s'occupe de la logistique. On a la chance de pouvoir faire faire s'envoler nos petits oiseaux aux quatre coins du monde, quoi. Là, c'est Canada. Il y a 15 jours, c'était à Taïwan. On fait les États-Unis, on fait l'Angleterre, on fait la Suisse, la Corée, le Japon. Quelle chance, quoi. Que ce soit les enfants, les adultes, ou quel que soit le milieu social dont on peut venir, ça fait rêver les gens bien souvent. Ça les émerveille, ça leur met des paillettes dans les yeux. Et moi, c'est pour ça que je travaille, quoi. C'est avec la même ardeur, les yeux pétillants, que Patrick façonne son métal. Entre ses mains, un patrimoine unique. Il est le dernier potier d'étain de France. J'ai
commencé à venir travailler à l'atelier de mon père quand j'avais 9 ans. J'ai fait mon apprentissage comme ça, quoi, en allant travailler le soir après l'école, 1 heure par-ci, une demi-heure par-là. Et quand j'ai vraiment commencé à rentrer dans l'entreprise, ben, je savais déjà régler un tour, faire la fonderie, j'avais déjà fait. L'étain, c'est un métal qui est agréable à travailler par rapport à de l'acier ou par rapport à d'autres métaux. C'est un métal qui est relativement mou, les copeaux sont quasiment pas coupants. Et puis il y a beaucoup d'étapes qui se font à la main, qu'on ne fait pas sur l'acier, etc. Si la dureté du travail a effrayé plus d'un apprenti, Maggie, elle, n'a pas eu froid aux yeux. Ancienne secrétaire de direction, elle a tout quitté il y a 4 ans pour prêter main forte à son mari. On fait en fonderie souvent les mêmes gestes, mais c'est jamais exactement pareil parce que la température de l'étain n'est pas pareille, parce que l'humidité ambiante n'est pas pareille. Il y a beaucoup de facteurs, donc c'est jamais gagné d'avance. Je suis bien contente de sortir des pièces et de ne pas avoir eu à appeler mon mari à la rescousse pour la sortir. Donc je suis contente de réussir mes pièces. Fonderie, ébavurage, soudure, patine. De 4 à 17 étapes sont nécessaires pour réaliser ces pièces. Du moule à l'emballage, tout est réalisé sur place. Donc la soudure, c'est un poste qui est assez minutieux. Il faut faire attention de ne pas fondre les articles. Et on peut avoir jusqu'à 17 pièces à assembler pour un article terminé. C'est vrai que ça a l'air facile comme ça quand la pièce est terminée, mais il y a des étapes quand même pour y arriver. Ces gestes, la famille Brassac les reproduit depuis au moins 6 générations. Malheureusement, mes fils ne reprendront pas l'activité, donc je regrette un peu, mais c'est comme ça. Je pense que ça s'arrêtera au bout de la 6e génération. Ou peut-être qu'un autre passionné saisira la chance de faire briller l'étain français dans le reste du monde. C'est une vraie bouffée d'oxygène d'être ici, Colin. C'est un endroit, la forêt de Soux, qui est un peu un des must dans tous les guides touristiques de la Drôme. Complètement. On est dans un bel écrin de verdure de 2350 hectares. C'est un lieu assez à part et auquel les Drômois sont assez attachés. Ça pose une ambiance. Ça pose une ambiance. C'est souvent un lieu de ressourcement. On voit, nous, beaucoup de gens qui viennent ici simplement pas forcément pour faire les grandes randonnées, mais simplement pour se poser là au milieu du parc, profiter de ce tableau qui est absolument magnifique. Tu vois, ce qui me surprend, c'est que moi je suis venu ici pour découvrir un lieu de nature sauvage et je ne pensais pas trouver des installations humaines comme cette maison-là, qui est étonnante, je trouve, pour ce lieu. Tout à fait étonnante, et la plupart de ces aménagements, on les doit à un seul homme, Maurice Burrus, qui rachète la forêt en 1923. Au départ pour son plaisir personnel, puisqu'il voulait en faire une chasse privée. Et quand il arrive en forêt de Soux, en tout cas c'est comme ça qu'on le raconte, il change complètement de vision et de projet. Et il part sur un lieu d'accueil des gens qui pouvaient venir en forêt de Soux pour un moment de détente. Et c'est cette auberge des Dauphins, cet hôtel-restaurant, qui va être inauguré en 1930. C'est une architecture ambitieuse quand même. Hein. C'est une architecture un peu ambitieuse qui s'inspire en fait du domaine du Trianon, Versailles. À Versailles. On peut aller voir à l'intérieur ? Avec plaisir. Ah oui, là je comprends mieux le côté Versailles, Trianon. Exactement, là il y a un petit côté Galerie des Glaces et tu te trouves là dans le Salon Doré. On est sur un vrai travail de restauration historique. Et là l'idée c'était vraiment de restituer l'ambiance et puis le décor des années 30 à peu près à l'identique. Incroyable. Je voulais t'emmener dans le cabinet de curiosité, c'est cette pièce, pour te montrer cette carte.
Voilà, alors ici tu as à tes pieds toute la forêt dessous. Alors la particularité de ce lieu, tu vois cette forme un petit peu allongée, c'est qu'on se trouve dans une formation géologique qui est très particulière, qu'on appelle un synclinal perché. En fait, on est dans un creux géologique qui s'est formé lors de la formation, faisons simple, des Pyrénées, en tout cas c'est les débuts, ce qui explique cette orientation, ce pli est-ouest. Et ça va créer du coup une opposition très nette entre les deux versants. C'est ce qu'on peut aller tout de suite voir sur le terrain, si tu veux, je t'emmène en forêt. Ok. Aucun bruit autre que ceux de la nature ici. C'est calme. Hein. Alors tu vois ici, on est dans une ambiance un petit peu particulière, il fait assez frais, on est un petit peu à l'ombre. On est donc sur le versant nord, le versant qui est, alors là on le voit bien, qui est peu exposé au soleil. Tu vois principalement, et ben là on a des grands hêtres. D'accord. Et puis à côté, on voit quelques sapins, c'est les sapins blancs, les sapins pectinés. Donc on est déjà dans une ambiance de hêtraie sapinière. Ça me donne l'impression d'être plus au nord dans les Alpes, cette forêt-là. Exactement, tu as des choses que tu devrais retrouver un petit peu plus en altitude, qui ici descendent un petit peu plus bas. Ça c'est une des spécificités de la forêt dessous, c'est cette proximité entre des milieux que normalement on devrait retrouver avec une distance beaucoup plus importante. Juste changé de versant et comme tu vois l'ambiance a complètement changé, plus chaud, plus sec et tout de suite ça se ressent dans le paysage, dans l'ambiance et puis les végétaux ont changé. Il y a un côté plus Garrigue, Provence, sud de la France ici. D'ailleurs ce que je remarque ici c'est qu'il n'y a plus de sapins et plus de hêtres. Exactement, on a complètement changé d'ambiance. Ici ce qui domine c'est le chêne, on est donc dans une chênaie mais où tu vois aussi la présence de nombreux pins. Le paysage est vraiment magnifique, c'est somptueux, je trouve ce mélange de roches, la nature qui est vraiment foisonnante et puis les lumières qui viennent s'y mêler. La forêt dessous fait le même effet sur toi que sur beaucoup de gens. Hein. En général, la première rencontre avec cet endroit, c'est souvent un coup de foudre. Mais tu es originaire de la Drôme ? Alors, initialement non. Ça fait 20 ans que j'y habite maintenant. Ok. Et je connaissais la Drôme parce que j'y viens depuis que je suis né, je viens régulièrement dans la Drôme. Donc il y a quand même un lien affectif qui est fort. Voilà. Tu vois Colin, depuis que je suis arrivé ici, je rencontre beaucoup de gens qui sont venus s'installer dans la Drôme pour vivre une autre vie, loin des villes. Tu as cette sensation aussi que c'est une vague qui est en cours ici, que c'est un vrai mouvement de fond ? C'est un petit peu ce qu'on ressent. C'est un petit peu ce qu'on ressent, mais tu sais, je pense que c'est pas complètement nouveau. Moi, mes grands-parents, ils sont venus s'installer en Drôme dans les années 70. Ouais. Et ça correspondait aussi à ce besoin, cette envie de nature, plus d'authenticité, plus de qualité de vie aussi. Ah oui, donc c'est intéressant parce que tu fais le parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui et finalement cette époque du retour à la terre, la volonté de changer le monde aussi un petit peu. Peut-être, c'est vrai que la tendance actuelle c'est quand même la recherche de peut-être d'authenticité. C'est vrai qu'ici on a un cadre de vie qui est splendide, donc c'est peut-être ça qui attire les gens ici. Bah, je comprends que tu sois resté vivre là. Merci à toi, hein. C'est trop bien cette journée. Sur les routes de la Drôme, on croise parfois de drôles d'équipages. Ici, un studio de radio ambulant. Imaginé par Radio Méga, une antenne associative de Valence qui sillonne le département. On essaye d'être au plus près, pardon, pas facile à démarrer. On essaye d'être au plus près et pour être au plus près, on a fait ce vélo et on va voir les gens. Il faut toujours sentir le même air que celui qu'on interviewe. Il ne faut pas être déconnecté, il ne faut pas être hors sol. Et pour que l'aventure soit encore plus folle, les journalistes embarquent régulièrement avec eux des apprentis reporters issus des quartiers populaires de Valence. En fait, ça change de la ville. Ça change. Il y a moins de pollution, il y a moins de voitures. C'est bien, tu vois des paysages, tu vois tout. Au programme, 4 jours de vélo dans le Royan, l'une des régions les plus vallonnées de la Drôme. La montée, on va souffrir.
Ce matin, direction Choranche, l'une des grottes les plus majestueuses du Vercors, parmi les 4000 cachées dans ces immenses falaises calcaires. Et nous voilà donc à l'intérieur de la première salle de la grotte de Choranche. L'eau qui coule ici, dans la grotte, c'est elle qui a creusé celle-ci. Alors on se retrouve ici devant les stalactites fistuleuses. Et maintenant qu'on est proche d'elles, on peut voir qu'elles sont très fines. Et pour avoir des choses aussi fines dans une grotte, il va nous falloir des conditions particulières. À chaque jour sa visite. Merci, au revoir. De rien, bonne journée. Et à chaque jour son challenge. Faut se préparer des petites questions, les gars? Ouais. Pas une minute à perdre, il faut préparer l'émission du soir. Oui, la création des galeries. Sabri et Seyfila doivent interviewer le directeur de la grotte de Choranche. Ah oui, en combien de temps? Oui. Combien de temps elle se crée? D'accord. Les 5 ans, les 5 cm. Sabri, tu avais une question sur... Qu'est-ce que tu voulais poser? Je veux dire, depuis combien d'années la grotte est-elle ouverte au public? Peut-être, je sais pas. Oui, ouais. Depuis combien de temps? Ouais. Ah, vous avez mis qu'est-ce qu'un stalactite dans ces questions? Oui. Comment, bah, on a dit mettre, comment se forment les grave, stalactites et les stalagmites. On serait venu me voir hier, on m'aurait dit Sabri, tu vas passer à la radio, je me serais dit mais non, c'est pas vrai et tout. Du coup, c'est une expérience, ça va, c'est pas mal. Après, monter à vélo et tout aussi, c'est une belle expérience. Alors, on suit, on fatigue, mais ça va. Radio Méga 99.2. Bonjour à toutes et à tous, ici Laura au micro pour l'avant-dernière émission itinérante en vélo studio avec nos 8 jeunes apprentis journalistes sur les routes du Royan. Je vous laisse donc le micro. Bonjour Laurent Garnier. Bonjour. Vous êtes le gérant et propriétaire du site de la grotte de Choranche? Oui, tout à fait. J'ai eu la chance que mon papa et 3 amis achètent la grotte en 1965. C'était des passionnés de spéléologie. Joachim, lui non plus, ne passe pas inaperçu. Il y a 3 ans, il a transformé ce camion de pompiers en bar itinérant avec un objectif bien précis. Le plan, c'est d'aller dans les petits villages où il n'y a plus de commerce, où il n'y a plus de lieu pour se retrouver, et d'offrir un rendez-vous hebdomadaire aux gens qui n'ont pas la chance d'avoir un bar chez eux, quoi, tout simplement, pour éviter qu'ils aient besoin de se déplacer, pour qu'ils puissent profiter de l'instant à 100%. Et le lundi soir, rendez-vous est pris dans le village de Ratière, au nord de Valence. Qu'est-ce que tu fais aller? Une blonde en petit verre. Alors moi, il faudrait une pleine lune et une nuit blanche. Ok. Ce village était à l'image de tous ces petits villages de la Drôme des collines, c'est-à-dire il a vu ses commerces disparaître petit à petit, jusqu'au dernier des derniers. Girobard, il a amené une animation et une raison de rencontrer des gens tout en buvant une bonne bière. Ils viennent tout le temps là, ouais. C'est super parce que tous les lundis, tu sais que ici dans le village, ça donne de la vie et tout. Voilà, moi, il y a des voisins que je connaissais pas de Ratière et qu'on découvre aujourd'hui. Donc, c'est le but, c'est ça. C'est vraiment avant tout créer du lien dans un moment festif et convivial. C'est génial. En fait, c'est ce qu'on cherche depuis le début. Moi, ça fait 20 ans que je suis maire et j'attendais que ça, qu'on puisse rouvrir un petit commerce ou faire quelque chose. Et ce système-là est super important. Bon, ça se passe bien, ouais. Les gens sont contents, moi ça me fait plaisir de ce côté-là, donc c'est bien. Puis c'est ça qui motive. Tu peux me mettre une planche, s'il te plaît? Une planche quoi? Saucisson, fromage? Les deux? Allez, feu. De belles initiatives qui, l'air de rien, pourraient bien sauver l'âme des villages. C'est incroyable ce truc. C'est vrai que c'est pas mal. Hey! Salut Denis. Salut, ça va? Ça va bien, bah oui. Ouais, impeccable. Ouais. Merci Caro.
Alors t'as fait un beau voyage? Écoute, je me suis régalé, vraiment, je me suis régalé. Je suis ravi de finir tout ça par ton spectacle. Eh ben, merde, comme on dit. Hein. Eh ben d'accord. Ok, allez, à toutes.
les amis, je voulais terminer ce voyage par un dernier bol d'air frais. J'ai décidé de revenir dans la forêt dessous. Je crois que c'est l'un des endroits qui m'a vraiment le plus impressionné pendant ce voyage dans la Drôme. Et je suis actuellement sur un lieu qui s'appelle le Pas de Tiara. Alors pour tout vous dire, je suis encore vraiment empli par le spectacle de Dany Larry. Il y avait une électricité dans l'air folle. Et moi, de ma place sur scène avec lui, j'ai surtout été marqué par les réactions du public. Les cris, les rires, les applaudissements. Mais je garderai en mémoire vraiment longtemps ce moment privilégié avec ce garçon qui a grandi ici et qui est devenu aujourd'hui l'un des plus grands magiciens au monde. Ça, vraiment, c'était l'un des moments sensationnels de cette aventure. Hop là! Ce qui m'a beaucoup plu pendant ce voyage, c'est aussi la beauté de la nature dans la Drôme. J'ai vraiment été marqué par la diversité des paysages que j'ai traversés, des champs de lavande jusqu'aux montagnes. Cette nature qui est inspirée à la fois par les Alpes et par la Provence, qui donne un mélange assez exceptionnel. Et j'espère que vous aussi, vous pourrez venir découvrir tous ces trésors. Par chance, c'est en France et donc pas très loin de chez nous. Et puis dans cette nature, j'ai eu la sensation d'assister à une espèce de révolution silencieuse, portée par des gens comme Jill et ses amis de Cray ou encore par Odile, des gens qui viennent ici pour construire une vie plus simple, moins dans la consommation et plus dans le lien à l'autre et dans le lien à la nature. Et j'ai trouvé ça vraiment très inspirant. Alors les amis, si la beauté des paysages et des habitants de la Drôme vous manque, vous le savez, il y a le replay pour revivre mes échappées belles. Et puis moi je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour discuter un peu et également très vite pour de nouvelles aventures au bout du monde ou juste à côté de chez vous. À bientôt!